Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration d'un sujet qui demande vraiment une réaction immédiate. L'anaphylaxie. Absolument. Une situation qui peut devenir une urgence vitale en quelques instants. C'est ça. Les chiffres montrent que c'est rare, heureusement. On parle d'environ 2 cas graves pour 10 000 personnes. Oui, c'est peu fréquent. Mais quand ça arrive, la rapidité est foudroyante. Ça peut mener au pire très vite. C'est tout à fait ça. L'anaphylaxie, en gros, c'est comme un court-circuit du système immunitaire, quoi. Une hypersensibilité qui explose très très vite. Le plus souvent, la base est allergique. Il y a des anticorps spécifiques, les IgE. Les fameux IgE, oui. Voilà. Ils sont fixés sur des cellules, les mastocytes, et quand ils reconnaissent un allergène, Hop. Ça déclenche la libération massive de produits chimiques, l'histamine, la tryptase, et ce sont ces substances qui causent tous les problèmes. Exactement. Tous les symptômes viennent de là. D'accord. Donc, notre but aujourd'hui, en s'appuyant sur les données d'un chapitre médical, c'est de comprendre comment on reconnaît cette réaction. C'est ça. Comment on évalue la gravité. Et surtout, quel est le traitement d'urgence, le truc vital à faire. Absolument vital. On regardera aussi un peu ce qu'il faut faire après. L'idée, c'est d'avoir des repères clairs sur cette situation critique. On y va ? Allons-y. Alors, pour comprendre comment ça marche, il y a surtout ce mécanisme allergique le plus fréquent. Ça se passe en 2 temps. 2 temps. Oui. D'abord, un premier contact avec l'allergène, un aliment, une piqûre, peu importe. Et là, il ne se passe rien. Pas de symptômes. Non, rien de visible. C'est la phase de sensibilisation. Le corps fabrique juste ses IgE contre la substance, sans qu'on s'en aperçoive. D'accord. Et c'est plus tard que ça se complique, hein ? Exactement. Lors d'un contact suivant avec ce même allergène, il est reconnu par les IgE qui sont sur les mastocytes. Et là, c'est l'explosion. C'est ça, la dégranulation. Les mastocytes lâchent d'un coup tous les médiateurs chimiques stockés, histamine en tête, et paf, les symptômes immédiats. Et il y a aussi une phase inflammatoire qui peut suivre quelques heures après. Ça prolonge les problèmes. Le chapitre médical soulignait un truc intéressant. Avoir des IgE, être sensibilisé, ça ne veut pas dire qu'on va forcément faire une réaction. Ah oui, c'est un point clé. Il y a des mécanismes de tolérance. On peut avoir les anticorps, mais ne jamais réagir. C'est assez étonnant, non ? C'est toute la complexité du système immunitaire, oui. Et d'ailleurs, il existe aussi des réactions qui ressemblent à l'anaphylaxie, mais qui ne sont pas allergiques au sens IgE. Ah bon ? Comment ça ? Certaines substances peuvent activer les mastocytes directement sans passer par les IgE. On parle parfois d'histaminolibération non spécifique. HLNS, c'est ça. Oui. En gros, beaucoup d'histamine est libérée, mais sans l'étape allergique avant. D'accord. Et les déclencheurs, les allergènes, c'est quoi le plus souvent ? On pense tout de suite aux cacahuètes, aux guêpes. Oui, c'est très varié. Les aliments, c'est une cause très fréquente chez les enfants. Oui. Les venants d'hyménoptères, abeilles, guêpes, frelons, ça c'est plutôt chez l'adulte. Ok. Certains médicaments aussi sont de gros pourvoyeurs, des antibiotiques, des produits d'anesthésie. Le latex aussi, non ? Par contact ? Oui, le latex. Et puis, il y a ces fameuses substances histaminolibératrices. C'est qui font la même chose, mais sans allergie. Exactement. Des anti-inflammatoires non stéroïdiens, des produits de contraste iodé qu'on utilise en radio, Ah oui. ou même, certains aliments comme la charcuterie, des fromages affinés. D'accord, donc causes multiples. Bon, maintenant le plus important, comment on la reconnaît cette anaphylaxie ? Sur le terrain, quels sont les signes ? Alors, le diagnostic, c'est d'abord clinique. Faut regarder les symptômes. Ok. Le point crucial, c'est l'apparition brutale ou très rapide, en quelques minutes ou jusqu'à 1 heure ou 2 après le contact suspect. Et ça touche plusieurs systèmes. Oui, c'est fondamental. Ça touche plusieurs organes ou systèmes en même temps. La peau, la respiration, le cœur. Pourtant, une simple éruption sur la peau, juste de l'urticaire, ça ne suffit pas. Non, absolument pas. Urticaire isolée, ce n'est pas une anaphylaxie. Il faut une atteinte plus large. Et il y a une échelle de gravité, j'ai lu ça. Oui, on utilise souvent la classification de Ring et Meisner. 4 grades. Ok. Grade 1, juste des signes sur la peau ou les muqueuses. Urticaire, rougeur, démangeaison, parfois un petit gonflement des lèvres, des paupières. L'angio-œdème léger. Grade 1, juste la peau. Et après ? Grade 2. Là, ça se complique un peu. On a toujours les signes cutanés, mais s'ajoute une atteinte d'un autre organe, modéré. Genre ? Sensation de gêne respiratoire, oppression, le cœur qui bat vite, la tension qui baisse un peu, des nausées, des vomissements. D'accord. Grade 3. Là, c'est sévère. Le pronostic vital est en jeu. Grosse détresse respiratoire, que ce soit par bronchospasme au gonflement du larynx. L'œdème laryngé ? Oui.
Ou alors un état de choc, avec la tension très basse, voire le cœur qui ralentit dangereusement, la bradycardie. Et le grade 4. C'est l'arrêt cardiaque. Et ça peut aller très vite d'un grade à l'autre. Ou même commencer direct en grade 3 ou 4. Absolument. Il peut y avoir des petits signes avant, genre anxiété soudaine, picotement, démangeaison. Mais ça peut aussi flamber d'un coup vers un choc ou une asphyxie. L'association classique qui doit vraiment alerter, même si elle n'est pas toujours complète, c'est signe peau plus signe respi plus signe de choc. Malaise, pâleur, tension basse. C'est ça. En revenant un peu sur les symptômes. La peau. Vous parliez d'urticaire et d'angioëdème. C'est quoi la différence? L'urticaire, ce sont ces plaques rouges qui grattent énormément. Elles peuvent apparaître et disparaître assez vite. Oui. L'angioëdème, qu'on appelle aussi œdème de Quincke, c'est un gonflement plus profond. Ça touche les tissus lâches, paupières, lèvres, parfois la langue, la gorge. Et ça gratte moins? Moins ou pas du tout. C'est plutôt une sensation de tension, de cuisson. L'œdème est plus pâle, blanchâtre ou rosé. Et c'est ce gonflement de la gorge, l'angioëdème du larynx, qui est hyper dangereux. Exactement. C'est l'urgence absolue. Si ça gonfle à ce niveau-là, ça bloque le passage de l'air. Quels signes doivent alerter pour ça? La voix qui change, qui devient rauque, une difficulté à avaler sa salive, une respiration difficile, bruyante, surtout quand on inspire. Un stridor? Oui, un stridor. Là, c'est risque d'asphyxie imminente. Urgence plus. Et plus bas, dans les bronches? Ça peut aussi se manifester comme une crise d'asthme aiguë. Les bronches se serrent. C'est le bronchospasme. Donc, tout sèche, sifflement... Oui, tout sèche, difficulté à expirer, des sifflements qu'on peut entendre. Parlons du choc maintenant. Chute de tension brutale, c'est ça? Oui, le choc anaphylactique, c'est ça. Chute rapide et importante de la tension artérielle. Au début, le cœur essaye de compenser en battant très vite, tachycardie. Et pourquoi la tension chute? C'est dû à deux choses, principalement. D'abord, une vasodilatation massive. Les vaisseaux sanguins se relâchent complètement. D'accord. Et ensuite, ils deviennent hyperperméables. Le liquide qui est dans le sang fuit à travers la paroi des vaisseaux vers les tissus. Comme une passoire, quoi. C'est un peu ça. Du coup, le volume de sang qui circule réellement dans les vaisseaux diminue. La pression s'effondre et les organes ne reçoivent plus assez d'oxygène. C'est ça l'état de choc. Et l'arrêt cardiaque peut suivre rapidement? Oui, soit d'emblée, soit comme conséquence de ce choc ou du manque d'oxygène si on n'agit pas très vite avec l'adrénaline. Il y a aussi des signes digestifs, vous disiez? Oui, nausées, vomissements, diarrhée, douleur au ventre, ça peut arriver aussi. Parfois, ça peut même être au premier plan et un peu égarer le diagnostic au tout début. Bon, face à un tableau comme ça, l'urgence est claire. Est-ce qu'il y a des pièges, des choses auxquelles il faut faire attention dans l'évaluation? Le message clé, c'est que toute anaphylaxie, même si elle paraît modérée au début, genre juste la peau et un peu de gêne, Grade 1 ou 2? voilà, ça doit être vu comme une urgence vitale. L'aggravation peut être fulgurante. Ah oui. Il faut savoir aussi qu'il peut y avoir une évolution en deux temps, une phase biphasique. C'est-à-dire? Les symptômes s'améliorent après le traitement initial, puis ils réapparaissent quelques heures plus tard, parfois même plus forts. D'accord. Jusqu'à combien de temps après? Ça peut aller jusqu'à 72 heures, mais c'est souvent dans les 8-12 premières heures. C'est pour ça qu'une surveillance à l'hôpital est indispensable après une anaphylaxie. Ok. Et quelles sont vraiment les situations code rouge où il faut agir sans une seconde d'hésitation? Très clairement, l'état de choc, donc hypotension, malaise, pâleur, et la détresse respiratoire aiguë. Surtout celle par œdème du larynx, l'angioëdème obstructif. Là, c'est adrénaline directe. Direct, sans attendre. Justement, le traitement, on y vient. Priorité absolue, adrénaline. C'est bien ça? C'est le traitement, le seul traitement de première ligne qui sauve des vies dans cette situation. Incontournable. Dès qu'on suspecte l'anaphylaxie avec des signes graves, Oui, dès suspicion d'anaphylaxie avec atteinte respiratoire ou cardiovasculaire, hop, adrénaline. Sans attendre une seconde. Et par voie intramusculaire, l'IM. pourquoi IM? Pourquoi pas intraveineuse? Parce que l'IM, c'est la voie la plus rapide et la plus sûre en urgence, surtout en dehors de l'hôpital. L'injection se fait dans le muscle de la cuisse, face externe. Absorption rapide et fiable. Exactement.
L'intraveineuse IV, c'est possible, mais c'est beaucoup plus délicat. Ça demande un patient scopé, une surveillance très étroite, car mal dosé, ça peut donner des effets secondaires cardiaques graves, arythmie œdème pulmonaire. Donc réservé aux équipes entraînées. Oui, en réanimation, par des équipes spécialisées, sauf cas particulier de l'arrêt cardiaque, où les protocoles de réa s'appliquent avec l'IV. Mais en première intention pour une anaphylaxie classique, c'est IM. Et la dose ? Si quelqu'un a un stylo auto-injecteur. Ah, les stylos, c'est fait pour ça. C'est facile à utiliser, même par le patient ou l'entourage. Il délivre une dose fixe. C'est souvent 0,3 mg ou 0,5 mg pour les adultes. Oui, ou 0,15 mg pour les petits-enfants. Si c'est un professionnel qui prépare la seringue, la règle, c'est 0,01 mg par kilo de poids. Sans dépasser 0,5 mg. Voilà, donc pour un adulte de plus de 50 kg, c'est 0,5 mg en IM. Et si ça ne s'améliore pas franchement en 5 à 10 minutes... On peut refaire une dose ? On peut et on doit refaire une injection. Qu'est-ce qui la rend si efficace, cette adrénaline ? Elle fait quoi exactement ? Elle est géniale parce qu'elle attaque le problème sur tous les fronts. Elle contrecarre quasiment tous les effets de l'anaphylaxie. Ah oui, hein. Elle resserre les vaisseaux sanguins, effet alpha, donc ça fait remonter la tension. Elle stimule le cœur, effet bêta 1. Elle ouvre les bronches, effet bêta 2, ça aide à respirer. Et elle agit aussi sur les mastocytes ? Oui, elle bloque leur dégranulation, elle les empêche de continuer à libérer l'histamine et les autres cochonneries. Elle agit vraiment partout où il faut. C'est pour ça qu'aucun autre médicament ne la remplace au début. Exactement. C'est irremplaçable en première intention. Donc, règle numéro 1, adrénaline IM. Ok, quoi l'autre ? Il faut arrêter l'allergène, j'imagine. Oui, c'est la logique même. Si c'est possible, bien sûr. Arrêter la perf du médicament, éloigner l'aliment. Et pour une piqûre d'insecte, le dard ? On peut essayer de l'enlever s'il est visible, mais avec précaution pour ne pas presser dessus et injecter plus de venin. Mais franchement, si la personne est mal, l'adrénaline passe avant le retrait du dard. Priorité à l'adrénaline, d'accord. Et la position de la personne ? L'oxygène ? Très important aussi, oui. Si ça respire mal, position demi-assise, ça aide. Et si c'est plutôt le choc, le malaise ? Alors là, allongé, jambes surélevées. Pour aider le sang à revenir vers le cœur et le cerveau. L'oxygène ? Quasiment toujours, oui. Dès qu'il y a des signes de gravité, on met de l'oxygène à haut débit pour être sûr que le sang qui circule soit bien chargé en O2. Et surveillance continue, bien sûr. Ah oui, pouls, tension, fréquence respi, saturation en oxygène, tout doit être monitoré en continu. Et si on peut, poser une voie veineuse pour pouvoir passer du liquide, faire un remplissage vasculaire si la tension reste basse. Avec des cristalloïdes. Oui, du sérum physiologique ou Ringer lactate, environ 20 ml par kilo chez l'adulte, à passer rapidement au début si choc. Et les autres médicaments ? Corticoïdes, antihistaminiques ? Quelle est leur place ? Ils ont une place, mais attention, toujours après l'adrénaline, jamais à la place. Ok. Les antihistaminiques, type polarmine en IV, ça sert surtout pour les signes sur la peau, l'urticaire, les démangeaisons. Ça soulage ça, mais ça n'a aucun effet sur le choc ou la détresse respi. C'est juste pour le confort, presque. Un peu, oui. Et les corticoïdes, comme le Solumédrol en IV, eux, ils agissent plus lentement. On les donne surtout pour essayer de prévenir cette fameuse réaction biphasique, la récidive des symptômes quelques heures plus tard. Ce n'est pas un traitement de l'urgence immédiate. D'accord, donc pas prioritaire sur le moment. Non. Et s'il y a un gros bronchospasme, comme une crise d'asthme ? On peut ajouter des aérosols de bronchodilatateurs, type ventoline, salbutamol, en complément de l'adrénaline IM. Et pour l'œdème de la gorge, l'œdème laryngé qui fait peur ? Si c'est très menaçant, en plus de l'adrénaline IM, on peut essayer des aérosols d'adrénaline. En nébulisation ? Oui, 5 mg en nébulisation. Ça peut aider localement à dégonfler un peu, mais si ça ne s'améliore pas très vite ou si la personne s'épuise... Faut pas hésiter à intuber. Faut pas hésiter, non. Il faut sécuriser la voie aérienne avant qu'il ne soit trop tard. C'est une situation critique. Ok. Une fois la crise passée, gérée à l'hôpital, qu'est-ce qu'on fait ? On cherche quoi ? Il y a des examens ? Oui, une fois le patient stable, on fait un bilan. Pour 2 raisons principales. La première ? Confirmer que c'était bien une anaphylaxie, surtout si les signes n'étaient pas hyper classiques. L'examen clé pour ça, c'est le dosage de la tryptase dans le sang. La tryptase. C'est une enzyme qui est dans les mastocytes. Quand il dégranule massivement, il la libère dans le sang. Son taux augmente dans les heures qui suivent la réaction. D'accord. On la mesure quand ?
Idéalement, on fait un premier prélèvement environ 2 heures après le début des signes, c'est le pic, et un autre plus tard, genre 24 heures après ou même à distance pour avoir le taux de base de la personne. Et si le taux a augmenté puis est redescendu? Ça confirme bien qu'il y a eu une activation massive des mastocytes, donc ça appuie fortement le diagnostic d'anaphylaxie. Et la deuxième raison du bilan? C'est préparer l'avenir. L'objectif crucial, c'est d'identifier l'allergène responsable pour pouvoir l'éviter. Ça se fait comment? Ça, c'est le boulot de Valère Dolin. Il faut prévoir une consultation spécialisée, en général 4 à 6 semaines après l'épisode. Pourquoi attendre? Pour laisser le système immunitaire se calmer un peu, sinon les tests pourraient être faussés. L'allergologue va refaire toute l'histoire, poser plein de questions et puis faire des tests si besoin, sur la peau ou des prises de sang pour chercher les IgE spécifiques. Et une fois l'allergène trouvé? Alors là, c'est éducation thérapeutique. Expliquer aux patients comment reconnaître les premiers signes, comment éviter l'allergène. Et le plus important, la trousse d'urgence. Exactement. Prescription obligatoire d'une trousse d'urgence avec au moins 1, voire 2 stylos auto-injecteurs d'adrénaline. Et surtout, formation. Ah oui, former la personne et son entourage à s'en servir. C'est essentiel. Savoir quand l'utiliser, comment faire l'injection correctement. Un stylo dans le sac qui ne sait pas être utilisé, ça ne sert à rien. Le chapitre médical parlait aussi des erreurs à éviter, les pièges classiques. Oui, il y en a plusieurs qui sont malheureusement fréquents et peuvent être graves. Comme? Déjà, ne pas penser à l'anaphylaxie alors que les signes sont là, la sous-estimer. Ne pas arrêter l'allergène si c'est possible. Oui, et surtout, le plus grave, hésiter à faire l'adrénaline ou utiliser autre chose à la place en premier. Corticoïdes, antihistaminiques, ça c'est une erreur majeure. L'adrénaline d'abord. Toujours. Autre erreur, zapper le suivi chez l'allergologue. C'est indispensable pour identifier la cause et prévenir la suite. Ne pas prescrire de stylo d'adrénaline après un épisode. Oui, ou le prescrire sans former le patient. Catastrophique. C'est très clair. Bon, pour finir, il existe des trucs qui ressemblent, mais qui ne sont pas de l'anaphylaxie. Vous parliez d'angioëdème bradykinique. Oui, c'est un diagnostic différentiel important. Surtout quand le symptôme principal est un gonflement du visage ou de la gorge sans autre signe. C'est quoi cet angioëdème bradykinique? Ça donne aussi des œdèmes dégonflements, parfois impressionnants. Visage, mains, pieds, gorge. Ou même à l'intérieur, au niveau digestif, ce qui donne des douleurs au ventre terribles. Mais la différence avec l'anaphylaxie? La différence clé, il n'y a pas d'urticaire qui gratte, pas de bronchospasme, pas de choc. C'est un œdème isolé, souvent blanc, ferme. Et surtout, oui, il ne répond absolument pas à l'adrénaline, ni aux corticoïdes, ni aux antihistaminiques. Le traitement est totalement inefficace. Ah, et pourquoi? La cause est différente? Complètement. Ce n'est pas l'histamine le coupable, c'est une autre molécule, la bradykinine. Et ça vient d'où? Ça peut être une maladie héréditaire, rare, ou alors ça peut être déclenché par certains médicaments, notamment des médicaments contre la tension, les IEC, les sartans. D'accord. Et on le traite comment alors? Il y a des traitements spécifiques qui bloquent la bradykinine ou son récepteur, comme l'icatiban, ou des concentrés d'inhibiteurs de C1. Mais c'est vraiment un autre chapitre, d'où l'importance de ne pas se tromper de diagnostic. Ok. Donc si on devait résumer les points vraiment essentiels de tout ça. Allez-y. Anaphylaxie égale réaction immunitaire explosive, dangereuse, multisystème. Oui. Geste numéro 1, vital, immédiat, adrénaline, en intramusculaire. C'est ça, le pilier. Tout le reste, spopérallergène, oxygène, position, autres médicaments, c'est important, mais ça vient après ou en complément. Exactement. Et après la crise, enquête chez l'allergologue pour trouver la cause, et trousse d'urgence avec stylo d'adrénaline et formation béton. C'est parfaitement résumé. Savoir reconnaître les signes et savoir quoi faire, ça peut vraiment changer l'issue. Pour soi ou si on est témoin pour quelqu'un d'autre. Le stylo d'adrénaline, c'est un outil simple, mais incroyablement puissant et salvateur pour les personnes à risque connues. Et pour finir, une petite réflexion. On a vu qu'on peut être sensibilisé sans être allergique, qu'il y a des réactions qui ressemblent mais qui sont différentes. Ça montre bien la complexité de notre système immunitaire, non? Comment il décide de tolérer un truc un jour et de lui déclarer la guerre le lendemain? C'est une excellente question. Qu'est-ce qui fait basculer cet équilibre? Au-delà des IgE, il doit y avoir des mécanismes de contrôle hyper fins qu'on commence à peine à comprendre. Tout à fait. La régulation est essentielle. Et peut-être que l'avenir de la prévention ou du traitement, ça passera par une action encore plus ciblée sur cette balance immunitaire. Qu'en pensez-vous? Vaste sujet pour une prochaine fois peut-être. C'est une perspective fascinante, en effet.
on est loin d'avoir tout compris sur cette balance tolérance-réaction.